Julien Sauvage et Romain Clamaron pour ce podcast. C'est un podcast un peu spécial parce que Julien et moi, on travaille ensemble. On est aussi des super potes et on a décidé d'aborder un maximum de sujets qui vous apportent de la valeur sur les sujets d'expertise. Julien, il coach beaucoup sur le business et puis moi, je coach beaucoup sur le magnétisme du leader. Donc, on va avoir plein de sujets en écho avec nos vies et nos chemins actuels qui vont faire écho avec de la valeur sur le business, le magnétisme, le leadership. Voilà. On est go? Yes. Allez, on y va. Alors Julien, raconte-nous l'histoire de dingue du gars du Schnorr qui, il y a 2 ans de ça, vivait pas du tout encore de l'entrepreneuriat et il était même pas encore dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et aujourd'hui, il génère plus de 10 K mensuels Ouais. pour lui-même. Mmh. C'est juste ça, c'est sa rémunération. C'est sa rémunération, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est la rémunération. Ouais, ça a l'air. Et en plus de ça, il est rentré dans le pôle direction de 4 boîtes en même temps, dont la tienne. Mmh. Raconte-nous l'histoire folle de ce gars du Schnorr. Ouais. En fait, j'ai su très très tôt que je me voyais pas rester dans la même structure toute ma vie. Ça, c'était évident. Je suis quelqu'un qui, déjà, j'aime pas les règles, j'aime pas trop les structures de base. J'aime bien créer mon propre monde. Quand j'étais tout gosse, j'étais tout le temps dans ma chambre et justement, mes parents, je pense qu'ils devaient se demander si j'étais autiste ou quoi. Mm. Parce qu'en fait, en effet, j'ai toujours été tout seul et aller dehors ou avec des copains ou quoi, c'était pas mon délire. Ouais. Et très tôt, dans mon adolescence, j'ai su que j'allais créer mon entreprise, en fait. J'ai su que j'allais créer un truc, une source, un noyau Ouais. qui allait être le mien. Ouais. Et j'allais en vivre de ça. À l'époque, on connaissait pas, c'était pas le même monde qu'aujourd'hui, hein. Bon, encore, j'ai pas non plus 50 ans, mais on en parlait beaucoup moins. C'était le début du dev perso, au début avec les films américains. Ouais. Et je bouffais ça, en fait, tous les soirs. Avant de dormir, il y avait un film de dev perso ou une vidéo longue, en fait. Ouais. Et c'est ça aussi, je pense, qui m'a ouvert. Malgré tout, j'ai pas créé un business à 16 ans. Et comme on peut trouver aujourd'hui des cas, aujourd'hui, surtout en francophonie. Mais j'ai commencé du coup mon parcours classique avec un bac qui m'intéressait moyen. Ensuite, j'ai fait un BTS dans la même continuité que j'ai abandonné parce que finalement, ça me plaisait pas. C'était un BTS en domotique et je me voyais plus en tant que commercial, donc vendre le produit, plutôt que aller brancher. Et je me suis dit, de toute façon, quel est le but final? C'est de gagner de l'argent, Ouais. faire un métier. Forcément, il y a la passion et tout qui rentre en compte, mais d'abord, il y a quand même aussi cette notion de combien je gagne à la fin du mois, quoi. Combien de temps je donne de ma vie Ouais. pour ensuite vivre de mon temps, peu de temps dispo. Ouais. Et ça, je l'ai vite compris. Donc je me suis dit, si je veux gagner un maximum d'argent et du coup avoir un maximum de confort dans ma vie, parce que c'est comme ça que je le vois, je suis désolé, mais Mhm. en effet, je suis peut-être un connard de capitaliste, mais merde en fait, c'est comme ça que le monde tourne. Ouais. Donc plutôt que de refaire le chemin, moi je m'y adapte. Ok. D'où un peu mon nom, Géant Sauvage. Je suis un sauvage. Je suis brut, Ouais. on est dans la jungle, Ouais. je dois me démerder pour survivre. Ouais. Et là, je me suis construit autour de ça. Ouais. Donc, j'ai fait des études qui m'ont intéressé moyennement, sauf à la fin où j'ai fini avec une licence en gestion d'entreprise. Et là, tiens, on tient quand même quelque chose. Là, ça m'intéresse. Mhm. J'ai ensuite galéré à trouver du taf. Justement, moi, je me souviendrai toute ma vie, c'est mon daron qui m'a dit, j'ai eu du coup ma licence en juillet, ou juin-juillet, et il m'a dit, bon, commence à chercher du travail maintenant, en fait. Ouais. Et je lui ai dit, vas-y, je profite un peu de mon été quand même, je viens de finir mes études, ça m'a bien fait chier tout le long, donc laisse-moi profiter un peu, je chercherai du taf en septembre. Et il m'a dit, alors là, mon gars, t'as rien compris. Je lui ai dit, vas-y, c'est bon. En effet, septembre arrive, je pensais que ça allait être hyper simple de trouver un taf. Pas du tout. J'ai mis 5 mois pour trouver un taf. Je me suis fait humilier dans des entretiens d'embauche. Mhm. Et le seul taf qu'ils voulaient de moi, Ouais. c'était un taf où ils recrutaient tout le monde parce qu'il y avait un turnover de fou. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est VDI, donc c'est vendeur à domicile indépendant. C'est-à-dire que t'as beau bosser 80 heures par semaine, si tu fais zéro, t'as zéro. Mhm. T'as rien. Mhm. Donc, moi, je me suis sauvé de chez moi carrément pour faire ce taf-là parce que mes parents voulaient pas que j'y aille. Mhm. Mais je me suis dit, mais c'est les seuls qui veulent de moi. Mhm. Moi, je veux bosser. Donc, merde. Mhm. Donc, je me suis sauvé de chez moi. J'ai dormi chez un pote pendant 2 mois. 1 mois. Je me suis sauvé à l'autre bout de la région, chez lui, pour dormir chez lui à terre, Mhm. avec un duvet, un malheureux duvet.
Mais en fait, ça m'a forgé de fou parce que là, c'est vraiment bien vu dans le monde réel, quoi. Mhm. Le taf était hyper compliqué, il fallait démarcher, du coup, faire du porte-à-porte toute la journée. On commençait à 9h, on finissait à 20h, du lundi au samedi. Parfois le dimanche même, je me faisais chier à retravailler mon pitch parce que je faisais 0 vente. Mhm. J'ai fait ma première vente au bout de 3 semaines. Je m'en souviendrai toujours, la meuf, elle s'appelait Colette, elle avait 50 ans, il n'y a rien qui allait. et, euh, et c'est ça, en fait, je me suis aussi découvert, en fait, cet appétit, cette faim, le fait de résister Ouais. à l'échec. Ouais. Mais de toute façon, j'ai tellement la dalle, Ouais. j'ai plus rien à perdre. Et j'ai fait 8 mois de ce travail-là, jusqu'au moment où ça commence à bien aller. Et c'est là où je me suis dit, vas-y, je vais redonner le flambeau. Donc j'ai fait en fait une sorte de présentation devant toute la France pour expliquer mes méthodes, parce que j'ai merdé au début, c'était très compliqué, mais à la fin, je commençais à bien vendre. Mhm. Et surtout, les gens restaient en fait, parce qu'il fallait trouver des donateurs réguliers pour des associations. Mhm. Et le but, c'est pas qu'ils payaient une fois et ils arrêtaient. Il n'y avait pas d'engagement, mais c'était un engagement moral entre eux et moi. Mhm. Et je faisais en sorte qu'il y ait une vraie relation avec Ouais. la personne qui signait. Mhm. Et c'est comme ça en fait que j'étais appelé Mister Quality dans le bureau. Et Mhm. déjà, ça c'était quand même un avant-goût dans l'entrepreneuriat, parce qu'on était à notre compte quand même, on était des indépendants malgré tout. Ouais. C'est ton business en soi. Ouais. J'ai pas percé dedans, mais ça m'a putain de fait mes dents. Tu avais déjà une force de connecter avec les autres et de créer un lien de confiance. Oui, exactement, par mes valeurs, et je leur expliquais en fait. Et je faisais moins de ventes que les autres, mais moi au moins elles tenaient. Ouais. Ce qu'on appelle des fails, c'est que j'en ai eu 3 en 8 mois. Il y en a, ils avaient 5 en une semaine. Oui. Et c'était courant. Mhm. Moi, j'en ai eu 3 en 8 mois. Et ça m'a fait chier de ouf de les avoir. Mais on peut pas tout contrôler non plus. Mhm. C'est tout. Mhm. Il y a eu 3 dans le lot. Des ventes, j'en ai fait, donc ça va. Et bref. Donc, voilà. Donc après, j'ai suivi le parcours un peu plus classique. Commercial au téléphone, commercial dans la bagnole et tout. J'ai toujours eu un parcours commercial. Et d'ailleurs, j'ai cherché à avoir ce parcours-là parce qu'à la base, je suis quelqu'un d'hyper introverti. Ouais. Je n'osais pas demander l'heure dans la rue à l'époque. Hein. Ouais. Ça me faisait stresser. Ouais. Donc, je me suis dit, je dois me forcer. Si je dois veux le dépasser. survivre, Ouais. je dois dépasser ça absolument. Ouais. Si je veux survivre dans ce putain de monde, Ouais. je dois le faire. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis ensuite, voilà, j'étais commercial. J'ai fini par être commercial du coup au téléphone, donc à conseiller des entreprises sur leur communication, dans une très grosse entreprise en France, qui est mal vue, qui fait des ventes pas propres, enfin, qui fait des livraisons de services pas clean. Ouais. Donc moi, je me fais chier à bien vendre le service, à donner, je donnais toujours mon numéro de téléphone portable privé. Justement, mon manager disait, mais non, faut pas le donner, t'as pas le droit. Je m'en fous. Moi, je veux une vraie relation. Si je peux au moins rattraper, si derrière il y a de la merde, je le ferai. Et quand j'ai vu que j'avais vendu pour 20 000 balles en un mois et que j'avais touché 2007, bon, net, ça peut être bien, mais moi, je me dis, mais merde, en fait. L'argent, il peut me revenir directement. Je sais faire des sites. Je sais. J'en ai fait à l'époque. C'est un délire que je pouvais développer parce que c'est une compétence que j'aime. Donc, naturellement, quelque chose que tu aimes, tu le développes plus facilement. Tu cherches pas à retenir les machins. Vu que tu es passionné, c'est facile. Et c'est là, je pense, que ça a été le déclic. De me dire, bon, ça commence déjà à bien me saouler. J'avais quand même pas 1 an dans la boîte. Et donc, j'ai commencé, en plus de ça, à créer mon petit business, tu vois, à acheter mon ordi, à comprendre un peu comment ça marche. Et à l'époque, j'étais pas du tout dans le business. J'étais sur la niche de aider les gens à trouver un taf. Puisque je voyais tellement de CV passer sous mon nez, des trucs blancs, avec un texte noir, puis les personnes elles s'étonnent de pas trouver un taf. Il n'y a rien qui se dégage de ton CV. Donc, comment veux-tu faire la différence? Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Ça a été dur parce que je n'ai pas trouvé grand monde. Forcément, tu as Pôle emploi en face qui propose le service. Bon, pas pareil forcément, puisque là, c'est des salariés qui sont déjà placés, qui conseillent des gens qui galèrent. Et puis, c'est gratuit surtout. Donc, en France, il y a aussi cette culture du gratuit, comme la santé, pareil. Donc là, c'était un peu complexe, mais au moins, j'ai testé. Et en parlant un peu de ce que je fais, un jour par hasard, dans une file d'attente à Paris, c'est là que je rencontre mon premier client. Il me fait, bah alors, tu sais, en fait, on attendait à rentrer dans un événement. Et là, c'était long pour rentrer. Du coup, les gens commençaient à s'impatienter et à parler entre eux. Moi, j'avais rien à voir du tout parce que tout le monde était habillé en costard, machin, parce que c'était un truc entrepreneurial. Moi, j'étais en sweat, jean troué, basket. Et là, il y a un cadre d'une 60aine d'années qui arrive me voir, qui, je sais pas,
magnétique, quoi, tu vois. Enfin, et qui m'envoie, il dit, bah alors, toi, du coup, c'est quoi ton truc? Je dis, bah moi, j'ai fait ça. Puis il me dit, bah moi, j'ai une entreprise dans ma tête, mais il n'y a rien de créé pour l'instant. Mhm. Je dis, bah tiens, il fait, ça fait 2 ans. Mhm. Moi, en 3 mois, j'ai quand même construit, tu vois. Et je fais, bah si tu veux, ça, je peux t'aider, tu vois. Mhm. Mais sans penser à faire une offre derrière. Ouais. Juste spontanément. Normal. Mhm. Envie d'aider. Mhm. Mes valeurs. Et c'est ça qui a fité. On est resté en contact. Et finalement, en fait, il m'a dit, bah, au pire, fais-moi une offre, quoi. Enfin, et tu m'aides. Ouais. Allez, je fais mon offre. Tac, il valide. Et là, Ça, c'était le tout premier pied dans l'entrepreneuriat en ouais, tant que. tout premier client, le premier du premier, on est encore en contact aujourd'hui. Je le suis encore alors qu'il a déjà fini de me payer. Mhm. Parce que je veux vraiment la réussite des gens. Mhm. Je suis là pour apporter un putain de service. Je réponds à un problème. Mhm. Et le jour où j'ai reçu mon paiement, le 4 mai 2022, c'est là où j'ai fait demi-tour pour aller au taf. Et là, je me suis dit, je suis mort. Je peux plus y retourner là. Maintenant, Mhm. j'ai signé mon arrêt de mort. Donc maintenant, j'assume. Mhm. À partir de ce putain de jour, le 4 mai 2022, je suis à mon compte. C'est Mhm. bon. Je suis indépendant. Mhm. Je brise mes chaînes. Mhm. Je me suis fait un resto à 70 balles. Je me suis acheté derrière 300 balles de fringues. Mhm. J'ai pas compris. Mhm. Mais c'est un peu la renaissance, un peu. Tu vois, Ouais. maintenant, je suis libre. Oui. On est mardi après-midi. Les gens, ils bossent. Oui. Moi, je suis en train de faire mes achats, tu vois. Oui. La liberté. Et signer un sort de contrat avec toi-même que ça, c'est l'ancien moi et ça, c'est le nouveau moi maintenant. Ouais, exactement. Ouais. Mes nouveaux standards. Ouais. J'ai signé pour cette nouvelle vie. Quitte à. Bon, foutu pour foutu, autant y aller. Hein. Mm. Donc, c'est ça. Puis ensuite, justement, c'est là où j'ai compris aussi énormément de choses. C'est que, en étant salarié, moi, je m'étais déjà fait. En fait, j'avais une sorte de petite malédiction, c'est que je me faisais pas valider mes périodes d'essai. Mhm. Donc, même si j'avais beau me démener, Mhm. j'avais toujours ce stress de ouf de pas être gardé. Mhm. Donc, en fait, j'étais plus stable et plus rassuré quand j'étais à mon compte que quand j'étais salarié. Normalement, c'est le contraire. Et c'est justement, je pense, grâce à tout cet alignement, toute cette clarté finalement, ce lâcher prise qui a fait que les opportunités sont venues naturellement et je faisais pas de résistance aux Mhm. opportunités. Et c'est là où aujourd'hui le business dans lequel du coup je suis, le tout premier, où là aujourd'hui on fait 70 000 par mois, Ouais. un truc hyper stable. Et vous êtes parti de zéro. On est parti de zéro, on a créé le service ensemble. À la base, moi j'étais venu pour autre chose. Et t'étais plus presta à ce Et moment-là. j'étais presta, j'étais vraiment là, je m'occupais un peu de la compta, donc Ouais. structurer les tableaux, faire des rapprochements bancaires Ouais. et tout. À la base, c'était ça mon service. Ouais. Je suis venu pour ça. Ouais. Et vu qu'ils ont apprécié mon soin, mon engagement, ils ont dit bon, on peut le mettre aussi sur un nouveau truc. Ouais. Et c'est sur ce service-là qu'ils m'ont mis. Ouais. Et puis après, au bout d'un moment, la vie a fait que. Puis je suis passé de presta à finalement associé. Ouais. On a construit, on a eu les coups durs, mais on est resté, on a fait les choses dans la difficulté et dans le silence. Ouais. En mode, on n'a pas crié sur tous les toits. Ouais. Moi, je me suis calmé, j'en parlais pas beaucoup. Mhm. J'ai fait mon truc. Puis quand ça a commencé à bien marcher, ça s'est vu aussi sur moi, sur ma rémunération qui montait, etc. etc. Puis ensuite, ce que je fais avec lui, je peux le faire avec d'autres. Ouais. Toi, tu m'as ramené ensuite une troisième personne. Et là, je me suis dit, bon, là, à partir de maintenant, calmos. Ouais. Parce qu'il y a aussi ton business à gérer. Et après de ça, en effet, ça, c'était mon business principal. Et ensuite, je me suis dit, j'ai d'autres besoins, je vois d'autres besoins arriver. Je peux faire quelque chose. Mhm. Avec ce que j'ai appris, avec la première boîte, à structurer, faire un truc de zéro et faire aujourd'hui, on a fait du coup en un an plus de 350 000 de CA. Et là, du coup, ça, c'était l'année dernière. Mhm. Aujourd'hui, on est à 70 000 par mois. Donc là, on est sur un truc un peu plus standardisé, un peu plus high level, on va dire. Mhm. Je me suis dit, je peux m'inspirer de ça pour appliquer Ouais. la même solution pour une autre niche. Oui. Donc, je suis en train, en effet, de gérer les 4 en même temps. C'est pour ça que je suis un peu plus sur mon téléphone. Et en effet, ça me bouffe. Mhm. Oui, je galère à trouver un équilibre entre ma vie perso et ma vie pro. Ouais. Mais d'un côté, je dois me l'avouer, j'aime ça. Mhm. Ça m'attire, ça me tire le matin, justement. Ça me fait lever de mon lit. C'est tous ces trucs à gérer. Des emmerdes de ouf. Ouais. Des trucs qui m'ont fait changer. À l'époque, je pouvais péter un câble. Des téléphones, j'en ai broyé quand j'étais jeune. Mhm. Là, j'ai des trucs, j'ai 100 fois plus de raisons d'exploser mon téléphone et plier mon ordi en deux. Il y a des soirs, j'avoue, j'ai envie de plier mon ordi en deux. comme un torchon, tu sais. Mais maintenant, je suis beaucoup plus stable. Ouais. Parce que des emmerdes, j'en ai essuyé, c'est bon. Ouais. C'est bon, c'est fait les dents un peu. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et du coup, tu incarnes un petit peu le gars
Ça fait 2 ans qu'il est dans l'entrepreneuriat. Il a déjà son succès. Tu incarnes vraiment ce que plein de gens aimeraient avoir aujourd'hui, plein de gens qui se lancent dans le business. Quelqu'un pourrait facilement se dire, c'est vraiment le connard de jeune qui a réussi sur internet. Le cliché. Ça fait quoi d'être le connard de jeune qui a réussi sur internet? C'est quoi la réalité derrière? D'un côté, je l'avoue, moi, ça a beaucoup tiré ma confiance en moi et mon ego. Mmh. En mode, bah, ça fait du bien, en fait, d'être le connard, Mmh. que j'ai été très gentil. Mmh. J'étais tout le temps très sympa. Mmh. Et je me dis, pour ceux qui n'ont pas misé une pièce ou justement qui ont cherché à me descendre, d'un côté, j'ai un petit côté revanchard qui est fier de ça. Mmh. Mais c'est là où j'ai appris aussi à doser, à dire, bon, c'est bien, ok, mais je vais pas non plus le remuer sous le nez, tu vois. Oui. Je suis pas là pour faire du mal aux gens. Mmh. Et je suis le premier à tirer les gens vers le haut. Et s'il y a un jour un gars à qui ça s'était mal passé par le passé et aujourd'hui bah, me dit bah voilà, je me suis trompé sur toi et si tu peux me donner quelques petits conseils, je le ferai. Mmh. Tu vois? Mais parce que ce Ça, qui t'a amené là, ce qui t'a amené au succès, c'est, le fait d'avoir été au service. c'est de rendre service en fait. En effet, ça j'ai eu il y a pas longtemps le déclic, c'est en fait en soi j'ai fait de mes valeurs, du coup Ouais. la loyauté, Ouais. l'implication, le fait d'être présent, tu vois? Dans le sens, le mec il est là quoi. Mmh. Tu vois? Le dimanche, personne qui bosse, lui, il répond aux clients, tu vois? Des trucs comme ça. Mmh. Il est là, Mmh. impliqué, Mmh. c'est le mot que je cherchais et surtout valeureux, enfin, Oui. fiable, Mmh. tu vois? Dans le sens, business is business. Mmh. Les coups de pute, on s'en prend, hein, encore Mmh. aujourd'hui. Mmh. Mais moi, justement, je serais pas ce gars-là. Mmh. Si être bien, c'est la façon de se différencier, alors pour moi, c'est facile, tu vois? Mmh. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a porté, clairement. Mmh. Ce qui m'a en fait, en soi, du business, des gens qui te ramènent qui te font un virement, c'est parce qu'ils ont confiance en toi. Ouais. Si tu incarnes le fait de bah, toi, je vais pas t'enculer, Ouais. bah, c'est facile en vrai. Ouais. T'expliques clairement les choses Mmh. et tu mets les choses cartes sur table. Dire Mmh. voilà, avec moi, ça va se passer comme ça. Est-ce que ça te va? Mmh. Oui, ça me va. Dans ce cas, allons-y. Puis la Business, personne, c'est juste un serrage de main, hein, et elle revient derrière. et ça revient derrière. Si tu es focus sur le besoin des gens, Mmh. plutôt que de penser à l'argent, ah oui, direct, tu sais, on va leur proposer des offres de ouf là, à des prix exorbitants. Ouais. Non, moi, je cherche d'abord à résoudre ton problème. Ouais. Et par conséquent, je recevrai de l'argent. Ouais. Je te donne la valeur, tu m'en donnes derrière. Oui. Avec tout. une valeur équivalente. À mesure équivalente, Oui. exactement, oui. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, moi, je pense qu'en effet, au début, il fallait que je fasse mes preuves, mais surtout envers moi-même, tu vois. Oui. Quand je me suis lancé, j'ai pas dit à mes parents j'ai démissionné, tu vois. Mmh. C'est justement ma grande peur. Je me suis dit, comment ils vont faire pour pas griller, tu vois. J'ai essayé de cacher un peu au début. Mmh. J'avais peur, de ça, c'est tout. Je suis pas un filou. Je suis, je suis juste quelqu'un qui avait peur et qui s'était écouté pour une fois, tu vois. Mmh. Donc je vais faire mes preuves. Une fois que je les ai faites, je suis monté en confiance, mais aussi, je l'avoue, en effet, je l'ai fait aussi pour fermer des gueules, tu vois. Mmh. Physiquement, bah, on peut dire je paye pas de mine, ça peut arriver. On me l'a déjà dit, tu vois. Tu payais. Je payais pas de mine. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas pareil. On en C'est parlera plus après, pareil, mais ouais, en effet. Mais ouais, je suis là aussi pour étonner les gens, Ouais. agréablement. Ouais. Et voilà, ben, tu vois, moi je suis un lambda, j'ai réussi. Ouais. Donc toi aussi, tu peux le faire en Ouais. vrai. Ça peut arriver à tout le monde. Je suis pas un cas rare, je suis pas un génie. J'ai juste écouté et j'ai bossé, quoi. Ouais. Et ça, d'ailleurs, faut que je réponde, c'est que ça fait quoi? Je suis pas un gagnant du loto, j'ai putain de bossé. Ouais. Et je m'en suis fait des C'est- soucis, Moi qui te connais dans les coulisses, je peux dire à quel point tu travailles comme un ouf. Ouais. donc je l'ai pas volé. Mm. Est-ce que, du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a 2 ans, tu étais encore commercial. Et juste avant ça, il y a eu des expériences professionnelles de fou où pendant 3 semaines, tu toques à des portes toute la journée, il y a rien qui vient. Aujourd'hui, tu es dans le pôle direction de 4 boîtes, dont la tienne. Vous générez quand même entre 6 et 7 chiffres à l'année, chacune de ces Au boîtes. tout, ouais. C'est des boîtes qui génèrent entre 6 et 7 chiffres. Euh, Comment on gère tout ça? Ça vraiment, je suis pas un bon exemple. Ouais. Je suis souvent sur mon téléphone, j'ai Mm. du mal à couper. Mm. Le soir, quand je suis à mon ordi, j'ai parfois pas envie de chialer, mais je me dis,
je coupe parce qu'il faut le faire, Mmh. mais je suis impatient demain de reprendre, tu vois. Mmh. Le week-end, il y a un moment où je bossais le week-end et je me disais, mais ouais, ça sonne faux, tu vois. Je sentais qu'il y a un truc qui allait pas, mais j'ai mis beaucoup de temps pour réaligner ma vie et retrouver un équilibre vie pro-perso. Et Mmh. encore aujourd'hui, je suis pas encore tout à fait nickel, mais il y a eu un putain de progrès. Mmh. Là, avant, c'était j'enchaînais toute la journée, j'enchaînais les appels, tu vois. Mmh. Plus mon opérationnel en plus à gérer. Donc, mon appel, c'est 9h-10h. À 10h01, j'enchaîne avec un autre, tu vois. Mmh. Ça, je l'ai arrêté. Mmh. Je délègue plus. Mmh. Ça, en effet, ça, c'est. Aussi, déjà, à la fois, forcément, c'est utile, obligatoire, mais aussi, c'est un gros lâcher-prise. Ça demande vraiment un lâcher-prise Mmh. parce que tu n'es plus en contrôle de la qualité. Du coup, tu essaies de retrouver un, un point de rassemblement entre ce que tu donnes à faire, ce qui est livré, et tu essaies de te mettre au milieu entre ton prestat Mmh. et ton client Mmh. pour être sûr de valider avant que ce soit envoyé. Tu vois, il y a Mmh. plein du coup de. C'est hyper intéressant en fait. Moi, j'aime beaucoup la stratégie. En ce moment, je joue un jeu, c'est Big Ambitions sur Mmh. Steam. Le jeu, les graphismes, ils sont explosés, c'est nul à chier, mais le but du jeu, c'est quoi? C'est que tu crées des business, en fait. Ouais. Et tu essaies de gérer de l'argent. Et du coup, Ouais. tu apprends à structurer. Et je trouve qu'en effet, la structure, aussi bien dans la vie que dans un jeu, c'est amusant. C'est quoi ta méthode? Je sais que tu en as une. Tu utilises une méthode pour m'aider moi, pour aider les business avec lesquels tu travailles, c'est quoi? En fait, il y a 3 piliers dans une entreprise, c'est très simple. Pour Mmh. gagner de l'argent, une entreprise, elle doit d'abord faire attention à ses marges. Mmh. Donc, non. En fait, il y a 3 méthodes, 3 piliers principaux dans une entreprise pour qu'elle gagne de l'argent. Mmh. D'abord, c'est réduire ses coûts au maximum. Mmh. Tu es obligé forcément d'investir. Mmh. Forcément. Ouais. Par contre, il y a forcément de l'argent qui est gaspillé. Oui. Et ça, déjà, c'est le cas pour tout le monde dans la vie perso. Donc, qu'est-ce que c'est dans des entreprises, tu vois? Mmh. Il y a énormément de gaspillage. Ouais. Donc, pour gagner de l'argent, déjà, il y a le premier levier, faire attention à tes coûts. Ouais. Qu'est-ce que ton entreprise te coûte? Ensuite, tes marges. Donc, soit, quand j'arrive dans un business, on étire un petit peu plus les marges, ou soit carrément, on développe une solution ou un produit Mmh. avec un meilleur taux de marge. Mmh. Et à la fin, une fois que tes coûts, tu es sûr qu'il n'y a rien qui est gaspillé, Ouais. tes marges, elles sont bonnes, Oui. là, tu développes tes ventes. Mmh. Là, tu vends plus. Mmh. Tout en faisant attention à tes marges, en faisant attention à tes coûts. Oui. Voilà. Simple. Tout simple. Bah, ça paraît simple. Basique. C'est un classique. OK. Qu'est-ce que alors dans ce chemin-là, du coup, aujourd'hui, tu es entouré de grands du business. Ça fait quoi pour toi de t'être hissé comme ça? Tu dis souvent le mot lambda, je suis un lambda, je suis un lambda. Bon, aujourd'hui, tu l'es clairement plus. D'ailleurs, je sais même pas si, ça existe d'être un lambda. Non, C'est c'est juste une pour qu'on se illusion, comprenne. mais il y a un passage, en tout cas, d'un état à un autre. Aujourd'hui, tu fréquentes des grands du business, tu es en train de faire ta place parmi eux. C'est quoi le feeling et c'est quoi comment tu le vis? En fait, naturellement, j'ai senti un désalignement déjà avec mon entourage précédent. Mmh. J'ai déjà eu des emmerdes avec la famille. Mmh. J'ai perdu quasiment tous mes amis. Physiquement, là où j'habite aujourd'hui, j'ai perdu tout. Il y en a un, deux. Mmh. Mais vraiment, je parle d'amis, des socles, hein, des piliers. Hein. Mmh. Oui, en effet, là, j'en ai perdu beaucoup. Mais en parallèle, j'ai gagné aussi énormément de monde, tu vois. Mmh. Et en effet, on se comprend mieux, puisqu'en effet, ben voilà, moi, je parle de ma passion. Mmh. Quand je mange dans un resto avec quelqu'un, forcément, je parle aussi un peu de mon métier. Ouais. Si on me demande, forcément, ça, j'ai appris. Mmh. Mais forcément, on va parler un peu d'entrepreneuriat et de business, etc. Donc, il faut que je sois avec des gens qui sont capables de l'entendre et Mmh. qui soient même capables de me donner des leçons. Oui. Et c'est ce que je recherche. Mmh. Tu vois, j'ai adoré entendre si tu es le plus haut de ta cour, c'est que tu n'es plus à la bonne place. Mmh. Il faut que tu sois le petit gamin de ton cercle, en fait, Mmh. pour qu'il te tire vers le haut. Ouais. Et c'est ce que j'ai cherché, du coup, déjà avec des partenariats comme avec toi, Mmh. avec Max, avec qui je suis, et ensuite Pascal. Mmh. C'est que. Pascal Le Suteur. Parce qu'en effet, vous avez tout à m'apprendre. Mmh. En effet, j'ai mon taf, j'ai ma zone de génie, j'ai Mhm. beaucoup de choses à vous apprendre, mais vous aussi. Et c'est ce Mhm. que je recherche absolument. Mmh. Apprendre de ouf. Mmh. Et quand du coup je vais à Dubaï, etc., c'est ce que je recherche. Je cherche pas. Je fais des photos, mais des conneries en fait. Je me filme ou je me prends en photo devant un buisson. Il n'y a pas une Lambo derrière moi en train de briller et tout. C'est bon. C'est bon, il y en a d'autres pour faire ça, tu vois. Ouais.
Moi, je cherche à me différencier tout le temps. Ouais. Et c'est ce que je recherche, en fait, surtout dans des lieux comme ça. À Dubaï, ça m'a mis une claque. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que j'ai chopé une connerie à l'œil, parce que d'un côté, je m'en suis pris plein la vue, tu Oui. vois. Ça m'a étiré ma vision. Quand moi, j'entendais 50 000, à l'époque, 50 000 balles, c'est sur une année. Ouais. J'ai fait un resto avec un pote, Ouais. qui est un client. Lui, il me parle de 50 000 par jour. Ouais. J'ai eu les larmes aux yeux, en fait, quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, putain. Tellement j'étais plein de gratitude, tu vois. Ouais. Je cherche à me nourrir, en fait, tout simplement pour Mhm. répondre à ta question. Ouais. Et bah du coup, on est sur Dubaï. Les gens aiment bien parler de Dubaï. Bah ouais. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux sur Dubaï? Ma vérité, déjà principale, c'est que Dubaï est exactement ce que la France déteste. Ouais. Dans le sens, l'argent, bah, en France, c'est compliqué. Ah, c'est difficile, machin, machin. Mm. Quelqu'un qui dit ça à Dubaï, tu sais qu'il va pas rester longtemps parce que le niveau de vie il est tellement haut, Mm. ça coûte tellement cher. Si quelqu'un dit ouais, je commence à galérer, Et puis la mentalité est pas comme ça là-bas. exact. Et déjà, en effet, Ouais, quelqu'un elle est, va pas se plaindre, tu vois, il elle va est dire comment? Ouais. bon, en ce moment, c'est challenge, je vais voir pour faire ça, tu vois. Mhm. Problème, solution. Oui. Là, France, c'est ben, désolé, mais c'est pas être soumis, mais on accepte trop notre sort. Un peu plus victime. Ouais. Mhm. Et après, la France, voilà, c'est une autre mentalité, en fait. C'est ça, Mhm. c'est vraiment une autre mentalité. Pour moi, quelqu'un à Dubaï, donc qu'on y vive ou qu'on y aille en vacances, en fait, je pense qu'on vient chercher de la grandeur. Ouais. Et toute cette abondance de grandeur, ça tire vers le haut. Mhm. En France, quand je suis rentré, bon, j'ai pas non plus vécu des années non plus, mais je veux dire, j'ai vu tellement rapidement la différence que ça m'a frappé. Mhm. C'est tous les bâtiments sont petits. Mhm. Tu vois, il fait combien le Burj Khalifa? Je crois il fait presque 1 kilomètre. Je crois il est à 800 mètres Mhm. de hauteur. La France, en France, bon, pas le point le plus haut, mais on va dire que la Tour Eiffel, c'est 300 mètres, quoi. Mhm. Voilà. Donc ça Euh, tire vers le haut. les gens critiquent aussi Dubaï en mode ouais, c'est pas écologique, machin et tout. Mhm. Pourquoi Paris, c'est propre? Tu vois, juste ça. Paris, j'y vais souvent. Mhm. Déjà, bah, je me planque dans les Uber parce que ça craint. Mhm. Dubaï, sécurité. Mhm. Les rues sont sales. Il y a des rats et tout, machin. Enfin, vraiment, j'en ai vu, tu vois. Au début, je crois que c'était une connerie, tu vois. Mhm. En fait, non. À Dubaï, j'ai pas vu de rats, hein. Mhm. À Dubaï, tu craches à terre, tu prends une amende. Mhm. En France, il y en a qui pissent dans la rue en plein jour, tu vois. Enfin, Mhm. c'est un Il y a un contraste. respect aussi, tu dirais, un peu plus Bah, présent en là-bas. fait, il y a une culture, quoi. Ouais. Une culture de propreté. Ouais. De, voilà, si je vais à Dubaï, je fais gaffe. Après, on peut pas dire que c'est écologique non plus, j'imagine. Ben, en effet, Mais en fait, le que c'est truc qui m'a le écologique plus nulle part. choqué, c'est les clims quand Ouais. t'es en terrasse. Ouais. Ah ouais, normal, mais sans ça, tu crèves de chaud. Mhm. Mais je pense que les gens doivent vraiment y aller Mhm. pour se faire un réel avis. Mhm. Allez-y par vous-même et faites votre avis. Mhm. Je dirais pas, je veux pas dire que Dubaï va vous convaincre, Mhm. mais au moins, allez-y pour voir. Mhm. Ok. Ok. J'ai une autre question pour toi, c'est qu'est-ce que tu détestes le plus dans le milieu entrepreneurial actuel? Tout le monde se ressemble, tout le monde copie tout le monde parce que du coup, ça installe une moyenne. Mm. Et surtout, moi, ce qui me rend ouf là dans ce que je vois au quotidien, c'est les prix qui sont pas justifiés, tu vois. Mhm. Le mec, ouais, je te vends mon truc à 5000. Mhm. Ok, mais qu'est-ce qu'il vaut Mhm. Je suis sûr que tu t'as mis 5000 parce que tu veux 5000 de revenus par mois. Mhm. Ensuite, tu dis, ah, j'ai juste à faire une vente et je suis tranquille. Mhm. Et aussi, un truc, c'est que je remarque que les gens bossent pas assez. Mhm. Alors, soit je suis un taré qui bosse comme un ouf, ou soit, si les gens galèrent à ce point, c'est qu'ils bossent pas assez. Mhm. Mais au moins, ou alors ils bossent pas assez sur les bonnes choses. Oui, les deux. Voilà. C'est quoi les bonnes choses Qualité, pour quantité. toi? L'erreur que Les font beaucoup de bonnes gens? choses, c'est que les gens veulent vendre une solution, ils veulent vendre leur offre, Mhm. ils cherchent pas à répondre à un problème. Mhm. D'abord, c'est ça la base à la base. La Enfin, base de l'entrepreneuriat bah depuis oui. des millénaires. C'est juste, t'as un problème, j'ai la solution, Ouais. et il y a une transaction Ouais. pour le remerciement du service. Ouais. C'est tout. Mhm. Et là, en effet, je trouve qu'on est arrivé sur une variante d'une variante d'un variant d'un variant qui a amené la connerie dans laquelle on est aujourd'hui. Mhm.
Du coup, si tu fais juste un petit peu autrement, boum, tu te différencies. Et comme par Mhm. hasard, ça marche. Hmm. Ok. Ok, ben on arrive vers la fin de cette partie-là. Le coaching avec moi, parce que du coup, c'est l'avantage qu'on bosse ensemble, c'est que du coup, ben, on a fait aussi un coaching ensemble. Oui. Ce coaching, ça a changé quoi pour toi? En fait, moi, vraiment, ça m'a ouvert, tu vois. On a travaillé en profondeur sur des choses qui m'ont beaucoup attaqué quand j'étais jeune. Mon Mm. parcours, en fait. J'ai guéri tellement de choses. Mm. Du coup, ça m'a déployé. Mm. Et je t'avoue que quand on s'est rencontrés la première fois, moi, c'était mes débuts. Mm. Et du coup, je me disais, bon, c'est super attirant ce qu'il propose, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que je vais vraiment ressortir guéri comme il le dit? Est-ce Plus qu'il va y avoir magnétique. Ouais. une vraie transformation? Mhm. C'est vraiment une vraie transformation? Et oui, il y a une vraie transformation. Je me suis libéré, je me suis aussi Mhm. beaucoup plus ouvert au monde. À Mhm. l'époque, tu te souviens, on me disait, ouais, pour l'instant, je fais des posts écrits et tu m'as dit, bah, mais fais des vidéos. Mhm. Une semaine après, je faisais des vidéos, quoi. Mhm. Après, on a fait le Rolling. Mhm. Et là, par contre, je me suis pris des claques. Mhm. Rien que le magasin, le deuxième magasin qu'on voit, j'ai dit, mais c'est trop bien, c'est exactement mon style, c'est exactement ce que j'adore. J'ai Mhm. envie de prendre toute la boutique. Mhm. Donc, ouais, je me sens bien changé. Là, aujourd'hui, j'ai malheureusement mis une veste de merde. On en parlera après. On en parle. Mais tu Ouais. vois, en tout cas, quand je mets vraiment les fringues qu'on a travaillé ensemble, Ouais. on me fait des remarques. Ouais. Tu vois, un coup, je vais à Lille chercher justement un costard vert, un peu tu vois, british, tu vois. Ouais. En ce moment, je suis un peu dans cette vibe. Ouais. Et j'avais mis mon grand manteau long, là, tu sais, Ouais. en laine, avec les Très grands élégant. revers de mafieux. Ouais. Et justement, je suis allé dans une boutique de sur-mesure et le mec, il m'a dit, bon, tu sais, en fait, il me dit, ouais, 2 mois de délai et tout. Je suis, ah non, c'est pas ce que je recherche. Il me dit, bon, ça roule. En tout cas, bien vu la veste, hein. Mhm. Et le mec, c'est pas un gars de la street, tu vois. Il connaît. Ça se voit que c'était un Jean Richard coiffé, tu vois. Voilà, il connaît. Ouais. Et là, et après, j'ai fait bonne gueule, etc. Où il dit, franchement, c'est osé et tout, c'est reverse, c'est classe. Ouais. En même journée. Mais en fait, ça c'est le quotidien. Ouais. Quand je sors de chez moi. Ok. Et en toi, qu'est-ce qui a changé? Déjà, la confiance. Et en Mhm. effet, la conscience Mhm. de ce. Oui, le leadership, ça s'incarne, tu Ouais. vois. La confiance en soi, mais aussi donner confiance aux autres. Parce que physiquement, t'en jettes. Mhm. Ouais, ça existe. Mhm. Et surtout, me ramener à être souvent conscient qu'il faut que je fasse attention, tu vois. Mhm. Parfois, c'est des petites conneries qui niquent tout. Ouais. Donc, essayer d'arriver dans un niveau de contrôle tout en ayant de la légèreté. Ouais. Donc, ça fait partie de ma nouvelle personnalité, de mes standards. Ouais. Là, on touche à la maîtrise, du coup, plus que le contrôle. Bon, du coup, Romain, ça fait maintenant quasiment 2 ans que je te connais. Ouais. C'est vrai qu'en soi, bon, on travaille ensemble, du coup, on a l'habitude de parler, mais c'est vrai que ton histoire, je trouve que on mérite de la savoir et de la connaître, tu vois. Ouais. Je sais que tu es parti en Inde, je sais que ouais, tu as fait de très grandes choses, mais j'aimerais qu'on aille vraiment en profondeur sur le sujet. Mhm. Et, ouais, raconte-nous en fait l'histoire du gars timide. J'ai vu des photos de toi où tu étais tout maigrelet, avec ta petite guitare et tout. Du gars timide qui se barre carrément en Inde, vivre là-bas quelque temps, qui devient l'un des plus jeunes profs en méditation. Mhm. Et en plus de ça, bah, devenir carrément un coach pour leader, quoi. Et surtout sur le magnétisme, quoi. Mhm. Vas-y. Ok. Ok. Bah, en effet, moi aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir coacher des leaders et des gens qui m'inspirent énormément, comme toi, de fréquenter des gens à plus haut niveau, qui sont là où moi j'aimerais être Hmm. et qui m'inspirent énormément, et de pouvoir les coacher, c'est une expérience extrêmement riche. Mais ça vient pas de nulle part. Moi, j'étais un garçon tellement timide à un point où c'était pathologique. Ça pouvait m'arriver dans des cas très rares de me sentir carrément physiquement paralysé. Par exemple, avec une nana qui me plaisait vraiment. Enfin, j'ai Hmm. déjà vécu des trucs de fou là-dessus. Euh, Jusqu'à un gars qui ben, va 2 fois par an au salon de la mode masculine internationale, le Petit Homo, où il y a les hommes les plus élégants de la planète, certains qui sont devenus des mentors, des amis, euh, d'être photographié parmi les plus grands magazines, de pouvoir coacher des grands noms de l'entrepreneuriat francophone.
Qui? Bah, j'en parle souvent, mais Julien Musi, Pascal de Sutter, à qui tu bosses maintenant, heu, Nicolas et Sandrine Devic, Cédric et Claudine Esserméan, Mmh. Sylvain Braillac, Jean-Luc Devacter. Enfin, il y a eu Ouais. plein de super clients qui sont tous, des gens avec qui j'ai gardé un super contact. Certains sont des amis, Mmh. hem et tous des personnes qui m'inspirent beaucoup. Et puis aussi, ouais, c'est vrai que j'étais devenu un des plus jeunes, profs de méditation en France. En fait, je suis un peu comme toi, quand je quand j'ai connecté avec ce que je voulais faire dans ma vie, j'y suis allé très vite, très fort. J'ai vraiment osé mettre toutes mes billes dans le même panier, tu vois? Mmh. Pas me disperser. J'ai voulu finir ma licence. J'ai une licence d'anthropologie qui ne me sert à rien aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes mes études Ouais. ne nourrissent pas le travail que je fais Mmh. aujourd'hui. C'est Mmh. toutes des choses, je suis aujourd'hui 100% autodidacte. Ouais, Mmh. est-ce qu'on peut dire ça? Je suis aujourd'hui 99% autodidacte pour tout ce que je fais. Mmh. C'est incroyable. Je fais du montage vidéo depuis des années parce que pendant longtemps, je pouvais pas déléguer ça parce que j'ai pas de thunes. Mmh. Puis après, j'avais des thunes, mais en fait, je me suis rendu compte que j'adorais faire ça. Donc aujourd'hui, je continue à faire un peu de montage pour moi-même. Faire mes propres images sur Canva, etc. À l'époque sur GIMP, c'est moi qui fais. Gérer ma petite compta quand j'étais encore auto-entrepreneur à l'époque, bah, c'est moi qui faisais. Apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux, donner des conférences, enseigner la méditation, enseigner des clés leadership, des clés d'image, apprendre toutes les codes du style intemporel depuis des centaines d'années maintenant, de les intégrer, de pouvoir les retransmettre. Enfin, toutes ces choses-là. Mmh. C'est énorme. Et moi, je suis plutôt de la voie de l'autodidacte. Je pense que c'est ton cas aussi. Mais pour rassurer, c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'est pas autodidacte. Il y a des personnes qui ont besoin de suivre des formations, ça les rassure. Ils ont besoin d'avoir des structures. Et puis il y a des personnes qui sont plus des rebelles dans l'âme, Mmh. qui ont besoin de créer leur propre structure. Les deux se valent. C'est deux chemins différents pour deux types de personnalités différentes. Donc ouais, en effet, j'étais adolescent vraiment extrêmement timide, un peu maladif. C'était très dur pour moi à vivre parce que je sentais que j'avais beaucoup à partager au monde. J'avais envie de changer le monde. Mmh. Ensuite, j'ai réussi à terminer mes études alors que ça me plaisait plus trop et directement après partir en Inde. Ce qui me passionnait à cette époque-là, c'était l'humain, la spiritualité, le bien-être et l'éveil de conscience. Je suis allé vivre ça. J'ai vécu des éveils de conscience. J'ai vécu des choses extraordinaires. Et j'ai vu aussi que c'était... Enfin, j'aurais compris ça des années plus tard, que la voix indienne, c'était pas vraiment ma voix. Que la voix indienne, c'est imprégné de la culture indienne. Et la culture indienne n'est pas la culture française, n'est pas la culture occidentale. Par exemple, la voie du service sans rien en retour. Parce que là, on parlait de l'entrepreneuriat où tu réponds à un besoin, tu donnes un service, mais derrière, il y a une transaction, comme tu l'as dit, tu es rémunéré pour ça. En Inde, il y a beaucoup la culture du seva, du service désintéressé, où tu donnes et tu reçois pas de gratification en retour, à part la grâce et le salut. Mmh. Et ça, pour moi, dans notre culture occidentale, c'est pas sain. Dans une vie matérielle actuelle, moderne, ce n'est pas sain. Mmh. Et donc, en fait, moi, j'ai d'abord eu un pan de vie où j'ai été un bénévole pendant 6 ans, mais j'ai fait mes armes, je ne regrette rien. J'ai appris tellement, donc je suis devenu professeur de méditation. Tout ça, c'était bénévole. Mmh. Je faisais, je- j'embarquais ce mouvement dans lequel j'étais, j'ai donné, 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 donné. Et ça a été extraordinaire parce que je me suis formé, j'ai grandi, et j'ai Mmh. appris à guider des méditations, à emmener les gens dans des états de conscience profonds, de libérer des choses qui les bloquaient dans leur vie, de libérer leur stress, d'avoir plus de bien-être au quotidien. Tout ça, c'est des clés et je peux les Mmh. transférer aujourd'hui aux leaders que je coach. Ouais. Donc c'est énorme d'avoir eu cette expertise-là. Et puis, en parallèle de ça, j'ai remarqué que j'avais aussi toute ma timidité. Alors déjà, enseigner tout ça, donner des conférences. J'ai commencé à donner des conférences à 20 ans. Pour l'anecdote, premier voyage en Inde, je rentre, je commence direct à donner des conférences. Pas le temps. J'ai 20 berges, j'ai pas de poils sur le visage, les amis. Je suis un berbe. Vraiment, physiquement. J'ai eu de la barbe à 23 ans, moi. C'est venu tard, les hormones. Moi, 28, toujours compliqué, hein. Non, mais toi, tu rases de près, toi, tu triches. Et donc, je vais voir un propriétaire de restaurant à Lyon, Mmh. un restaurant indien, parce que je savais qu'il avait une salle en sous-sol et que j'avais des amis qui faisaient des ateliers là-bas. Et donc, on se pose ensemble, alors que j'ai vraiment une tête de gamin à l'époque. Hein, je suis vraiment, on dirait à peine que j'ai fait ma poussée de croissance, c'est pour te dire, tu vois.
Et on se pose ensemble au sous-sol, donc là où on donne les conférences, et j'arrive à le convaincre. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à convaincre ce gars qui est mature, qui est un patron de restaurant, ok, qui fait un bon chiffre d'affaires. Et j'ai réussi à le convaincre d'une certaine manière de donner une conférence alors que je suis encore un gosse, quoi. Et ça a marché. Première conférence, j'ai dû avoir, je sais même plus combien j'ai eu, mais j'ai dû avoir 2, 3, 4 personnes, quoi. Et en fait, j'en ai donné tous les ans pendant 4 ans, tous les mois, une conférence. Donc j'en ai donné plein. Et je me suis amélioré à chaque fois. J'avais la boule au ventre. J'étais stressé comme un ouf. J'arrivais, parce que j'avais des techniques de respiration, de bien-être, à essayer de me détendre un minimum. Et puis partager de la valeur. Et leur faire vivre ce qui est ma mission de vie. Je suis là pour coacher les gens, les aider dans leur bien-être, dans leur blocage profond, et les aider à rayonner, à avoir de l'impact dans ce monde. À cette époque-là, je faisais pas encore travailler les gens sur la partie rayonnement, sur la partie magnétisme, mais je les faisais travailler déjà sur la partie bien-être, sur la partie profondeur, tu vois, sur la partie éveil de conscience. Donc aujourd'hui, mon chemin s'est complété. Donc d'abord, il y a eu la partie bien-être, Inde, méditation, sagesse, éveil de conscience, etc. J'ai vécu des expériences mystiques, des trucs de malade. J'ai vraiment vécu des moments de transcendance où je me suis mis à rire de moi-même, Mmh. à voir tout d'un œil d'une légèreté extraordinaire et de sentir que ça, je ne l'ai jamais quitté dans ma vie aujourd'hui. Ok. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des difficultés de vie, je pouvais être vraiment beaucoup plus renversé par des événements de vie difficiles. Depuis que j'ai eu certains éveils de conscience, certaines expériences, je ne reviens pas en dessous d'un certain palier, on va dire. Mmh. C'est-à-dire, j'ai vécu certaines expériences qui font qu'aujourd'hui, dans ma racine, je suis plus fort, plus ancré. Ma conscience s'est ouverte à quelque chose d'autre. De brindilles à grand chêne. Exactement, de brindilles à grand chêne, ou de gland à grand chêne. Parce que j'ai dû être un gland aussi dans ma vie, très certainement. Je pense qu'on est tous un gland à certaines étapes de notre On vie. est tous le gland de l'autre Oui, après. mais même Hein. encore aujourd'hui, j'ai des comportements de gland, ça m'arrive. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Et tout ça pour dire par rapport à l'éveil de conscience. C'est quelque chose d'extraordinaire de revenir dans la source de la vie, parce que justement quand on est dans le business, quand on bosse comme un ouf comme toi, et je le sais parce que moi aussi j'ai le nez dedans. Quand tu es dans le business, forcément à un moment donné, tu as le nez dedans. Bah, tu as le nez dans le quoi? Tu as le nez dans des difficultés, tu as le nez dans tes succès, dans tes échecs, tu as le nez dans la matière. Sauf que ce monde n'est pas fait que de matière. Mmh. Peut-être qu'il y a une magie dans ce monde, moi j'y crois très fort. Pour moi, la vie, le phénomène de la vie, c'est quelque chose d'inexplicable. D'ailleurs, il y a plein de scientifiques qui expliquent qu'au niveau de la loi des grands nombres, la vie sur Terre Ouais. ne peut pas être due au hasard. C'est Ouais. pas possible au niveau des statistiques. Tellement les probabilités sont Sont tellement infimes. infimes. Ouais. Et c'en est un stade où vraiment, selon la loi des grands nombres, donc selon la science, on ne peut pas croire au hasard de la vie sur Terre. Ouais, je suis d'accord C'est avec pas toi. possible. Donc, pour moi, il y a un miracle de la vie. Et dans certaines expériences de conscience, avec la respiration, avec la méditation, j'ai eu des expansions comme ça de sentiments de liberté infinie, du fait que la ligne de temps aussi peut-être elle est différente que ce qu'on aperçoit. C'est des choses qu'on aperçoit dans des films comme Inception, Interstellar de Christopher Nolan, je vous recommande. Gros bisous. Des super gros bisous à Christopher Nolan, vraiment je kiffe, je suis un grand fan. Donc ce genre de film en fait nous donne une prémisse de ce qui est présent dans l'être humain et qu'on peut aller à goûter quand justement on fait un travail aussi sur l'être plutôt que juste sur le faire. Pour moi, les entrepreneurs ont ça à travailler. Je le travaille avec les leaders. Mmh. D'accord. Quand je fais une promesse, ma promesse, c'est aider à faire rayonner le magnétisme des leaders. Ouais. Ça, c'est la partie externe. Ça vient en allant guérir des choses Mmh. et en ouvrant le champ de sa conscience. Et ensuite, par contre, dans la matière, concrètement, il y a des choses stratégiques à mettre en place, clairement. Il y a des choses business. Et il y a des choses en termes d'images, de vêtements, même de photos, de vidéos, de sites internet, de branding, toutes ces choses-là. Ouais. L'un et l'autre vont ensemble. Mon travail, c'est de faire des ponts. Ok. Donc aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a les retraites pour entrepreneurs. Donc j'ai gardé cette casquette de consultant bien-être. Je fais vivre des vraies retraites spirituelles aux entrepreneurs. Et dans ces retraites, il y a aussi toute la partie business. Donc j'ai fait vraiment le pont entre le monde du business, le monde du bien-être, le monde de la spiritualité. Et puis avec les leaders, je fais aussi ce pont-là dans mon coaching individuel avec eux, où je les aide à l'intérieur et je les aide à l'extérieur. Ouais, je vois. Bah, de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse. Exactement. Exactement. Ok. Tu vois, justement, on en parle.
Et c'est souvent cette image que tu renvoies de toi, c'est tout le temps nickel. Ouais. Sur ton site, tu es tout le temps en costard. Ouais. Et j'avoue, ça peut être aussi des croyances ou des freins. Tu sais, peu importe ce qu'on fait, les Mhm. gens pensent quelque chose de nous. Oui. Il y en a qui pourraient croire, bah, toujours en costard, lui, ça doit être tu sais, le bon cliché du commercial. Lui, c'est un gros connard. Et il est là avec sa big montre et ça, je suis sûr, il a une BMW, tu vois. Mais forcément, ça, c'est ce qu'on pourrait croire Ouais. quand on ne connaît pas. Ouais. Quand on rentre dans l'univers, forcément, on sait que c'est tout autre. Et je pense que là, ça peut être l'occasion pour toi d'expliquer vraiment pourquoi tu t'habilles tout le temps en costard, pourquoi tu fais tant du coup attention à ton image, parce qu'en effet, il y a une vraie réflexion, une vraie philosophie que tu m'as transmise, Mm. sur laquelle j'avais très peu de conscience. Mm. Et je te laisse en effet l'expliquer. Je fais pas attention à mon image, mais j'essaie d'atteindre un niveau où je maîtrise mon image. C'est-à-dire je contrôle pas, c'est-à-dire je suis pas dans la rigidité, Mm. je suis dans la présence. Mm. Je suis conscient de ce que je peux renvoyer. J'ai pas de montre, Oui. j'ai pas de BM, j'ai même pas de voiture en fait, puisque toutes ces dernières années, j'ai développé mon mode de transport depuis la ville jusqu'à tous mes déplacements. Je prends des trains, des avions, des bus, donc j'ai même pas de voiture, c'est pour dire. Par contre, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des beaux costards. Parce que là, je fais pas mal de partenariats avec des marques de qualité. Par exemple, ici, c'est Michel Chine. Ils font des costumes faits main en Italie. Ce sont des japonais, donc il y a aussi un flair japonais dedans. Moi, Mm. j'adore travailler avec la qualité. Et ce qui se passe, c'est que quand on commence à maîtriser son image, maîtriser ce que l'on renvoie de soi, et qu'on fait ça sans rigidité, qu'on fait ça avec un naturel, eh bien, on va impacter le monde différemment. Et aussi, quand on porte de la qualité sur soi, eh bien, on va vibrer autrement. Mm. Et les gens vont le sentir. Et ça, c'est quelque chose d'assez mystique, d'assez mystérieux, mais c'est quelque chose que je vis avec mes clients, que tous mes clients m'ont fait le feedback, à deux niveaux, parce que quand je fais un relooking, par exemple, je fais jamais juste un relooking. Aujourd'hui, j'assume de dire que je fais pas du relooking de leader. Parfois, j'utilise l'outil relooking, mais c'est pas le cas de tous les coachings. J'utilise ça comme un outil pour aller travailler à l'extérieur s'il y a besoin, parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait ce travail-là en Mm. amont, qui sont déjà Ouais. au tip-top du style. C'est rare, hein. C'est rare. Parce que même beaucoup de gens qui travaillent dans l'image ont encore besoin de travailler leur image. Moi-même, 2 fois par an, je vais en Italie, je rencontre mes mentors parmi les hommes les plus élégants de la planète. Je me mets sous leur regard et je me mets dans une posture d'humilité pour leur demander où j'en suis. Ouais. Parce que moi-même, j'ai des œillères. Je le dis souvent, ça. Sur la thématique de l'image que l'on a de nous-mêmes, elle est très biaisée. On a des grosses œillères sur l'image que l'on a de soi. Beaucoup de gens se voient plus petits qu'ils ne sont. Physiquement comme Mm. énergétiquement ou comme Oui. charismatiquement. On se voit plus petit que l'on est. Et il y a de rares personnes aussi, à l'inverse, qui ont un ego surdimensionné, qui se voient beaucoup plus grandes Mm. ou surdéveloppées par rapport à ce qu'elles sont. Mm. Et donc, j'aide les leaders à faire un travail caché de retrouver la juste place de l'ego là-dedans, qui prend soin de lui, qui a de l'estime de lui, mais qui n'a pas non plus une surestime qui serait négative derrière. Parce que quand on a une surestime, quand on a un ego surdimensionné, on a tendance à écraser les autres sans s'en rendre compte. Et en fait, du coup, les gens, peut-être, au début, sont fascinés par notre énergie, puis quand ils commencent à nous connaître, derrière, ils finissent par partir. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'il y a un problème chez l'humain. Ouais. Donc à la fois, mais après, la plupart des gens, ils ont plutôt un problème d'ego sous-dimensionné que Oui. surdimensionné. Ouais. Ça, c'est, tu sais, on parle souvent de l'ego, c'est l'ego surdimensionné. En fait, l'ego le plus pernicieux, le plus vicieux, c'est l'ego de se sous-estimer. Mm. Beaucoup de gens se disent tout le temps dans leur tête, je suis nul, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, j'ai fait tel échec, tel échec. Mais hey, Elmos. Almos, regarde tout ce que tu as fait aujourd'hui. Ouais. Regarde où tu en es déjà aujourd'hui, regarde comme c'est beau, regarde comme tu es beau, comme tu es belle. Donc on fait un travail de repartir de là. Il y a souvent déjà ce truc de comparaison absolument, tu vois. Ouais. Oui, mais tu vois, si tu dis, regarde déjà tout ce que t'as fait. Oui, mais regarde lui. Ouais. Putain. Arrête de te D'abord, comparer attends, aux là, autres. on parle de toi, là. Ouais. Ouais. Il y a des choses qui peuvent être simples pour certains. Toi, c'était dur pour toi et tu l'as fait quand même. Ouais. Donc, ça a été ton challenge. Ouais. C'était ton développement. Oui. De revenir, en effet, se recentrer sur soi-même. Ouais. J'ai perdu un petit peu le fil de ta question de départ, mais... Ouais, mais on a la réponse. On a plus que la réponse. Ça roule. Justement, tu vois, t'en parles des leaders et tout. Moi, j'ai pensé à ce moment-là à Macron ou à François Hollande. Alors là, lui, c'était une horreur. Mais tu vois, il y a encore des erreurs
qu'on voit fréquemment sur les erreurs de style, tu Ouais. vois. Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce qui t'énerve en fait, tu vois? C'est plus que des erreurs de style. Le problème, c'est les erreurs de code et c'est les erreurs de pas savoir se mettre soi-même en avant par rapport à qui l'on est, par rapport à sa personnalité, à son côté atypique. Bah, par exemple, Macron, souvent, il est dans des postures, parce qu'il doit être beaucoup dans le contrôle, je pense. Et son costume est un peu trop serré, et du coup, il a des plis de partout dans le costume, il est comme ça. Et ça, c'est le problème de quelqu'un qui, au niveau de sa posture, je pense parce qu'il est conseiller, hein. Il y a des conseillers Oui, à c'est chaque fois sûr. qui passent à l'antenne. Ouais. Les conseillers ont mal fait leur job à ce niveau-là. Pour lui faire un peu plus lâcher prise, se détendre un petit peu la nouille. Et puis aussi lui faire un costume sur mesure, ou justement par rapport à sa posture. Quand tu vas faire un costume sur mesure, un bon tailleur, il prend en compte ta posture. Mmh. Alors je ne vais pas dire qu'il est un mauvais tailleur, je pense qu'il est un bon tailleur évidemment, c'est le président de la République. Quoique il y a certains présidents, on en revient François juste Hollande, après, François Hollande, c'était c'est une horrible. catastrophe. Catastrophe. Ses pantalons étaient trop longs, ça faisait accordéon, enfin. Ouais. Mais en fait, même si on va faire du sur-mesure, si on ne va pas avec la bonne philosophie, si on veut être trop slim, trop machin, ça va pas faire le bon effet en fait. Un bon costume, c'est quelque chose dans lequel on est comme dans un pyjama. Mmh, Moi là-dedans, je suis confort, je suis fluide, je peux faire tous les mouvements que je veux. mmh, Un bon costume, c'est quelque chose qui suit la silhouette, mmh. vraiment. Et c'est difficile à trouver. C'est pour ça que je recommande aux gens. Trop de gens veulent juste suivre les conseils sur Internet et faire leur bouillabaisse par eux-mêmes. Ouais. Mais ta bouillabaisse que tu fais par toi-même sera jamais aussi bonne que si tu vas dans le meilleur restaurant de Marseille qui te fait la bouillabaisse de la grand-mère extraordinaire. Ouais. Parce que Et ça, c'est vraiment un truc que les gens devraient prendre en note. C'est vous pouvez consommer tous les contenus que vous voulez. Si vous voulez passer au top niveau, à ouais, un moment donné, vous allez devoir mettre votre ego de côté et vous faire conseiller par la bonne personne. arrêter de faire de la bouillabaisse et devenir une bouillabaisse. Excellent. Je crois que je vais le garder pour mon marketing. C'est arrêter de faire de la bouillabaisse, commencer à faire de la bouillabaisse. Et oui, c'était une promesse un peu rigolote que je disais à un moment donné. On avait fait un séminaire d'entrepreneurs, j'intervenais. Et du coup, on a beaucoup travaillé avec eux. Et puis le soir, on avait une soirée. Donc on faisait du coaching dans la journée. Il y a une soirée de réseau d'entrepreneurs. Et là, vraiment, pour déconner, pour leur montrer un peu qu'on peut faire tout ce qu'on veut, je leur dis, bah voilà, mon pitch à moi, ça va être, moi, je m'appelle Romain Clamaron et mon travail, c'est d'aider les leaders à baiser. Ça tue. Et Ça tue. justement, tu vois, Ça a grave marché, ça fait rire les gens, etc. C'est là où drôle. beaucoup de personnes se prennent la tête à sortir un truc parfait et tout machin, justement, Parfois impactant, boum. dissonant, même disruptif. Ouais, C'est ce que le mot que je cherchais, c'était disruptif. Et juste pour dire, voilà, donc François Hollande, par exemple, c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'il avait des. Donc on va dire que Macron était un peu trop engoncé dans son costume. François Hollande, c'est l'inverse. Il était trop loose, son costume n'était pas du tout à sa taille, c'était beaucoup mmh, trop large. ouais, Sa silhouette, c'est pour ça qu'on l'appelait le flanc. mmh. Flamby. On l'appelait Flamby. Mmh. Mais c'est pas pour rien, c'est aussi ce qu'il portait sur lui Ouais, accentuait ça son coule, ça physique tombe. un peu coulant et Ouais. tombant. Mmh. Et c'est vraiment dommage parce qu'il a cassé son magnétisme. Encore aujourd'hui, on parle de lui là-dessus, alors que c'est quelqu'un qui est très bien conseillé, qui aurait très bien pu se faire conseiller là-dessus. Et même si on n'aime pas le style, c'est un sujet qui nous emmerde. On veut pas s'emmerder à choisir les vêtements le matin, etc. Mmh. Qu'on veut même pas se prendre une fraction de seconde la tête avec ça. Si on va voir le bon expert, en tout cas moi c'est le travail que je fais, je pense qu'il y a peu de gens qui font ce travail-là. Et je le dis du coup peut-être à ceux qui travaillent dans le conseil en images, essayez de vraiment vous mettre dans les bottes du client. Le Mmh. client, il a sa propre philosophie vis-à-vis du vêtement. Mmh. Si c'est quelqu'un qui a besoin d'efficacité, donnez-lui l'efficacité. Mmh. Mais donnez-lui la marche à suivre, qu'il n'ait pas à se prendre la tête. Mais donnez-lui ce dans quoi il va rayonner et ce dans quoi il se sent confortable. François Hollande, on aurait pu faire quelque chose de génial. Ouais, je On pense aurait pu le aussi. rendre beaucoup plus magnétique. Ouais, sérieusement. En respectant sa personnalité, peut-être qu'il en a Mmh. rien à foutre de l'apparence. On aurait gardé des choses très simples, mais professionnelles. Et là, plus que Carré. professionnel, c'est président. Mmh. Président, tu représentes la France, bordel. Bah ouais. Tu es président d'un État, tu représentes cet État à l'international. C'est-à-dire que ton image doit être impeccable. C'est là que l'entrepreneur doit comprendre à quel point son image est importante. Tu représentes ta marque, tu représentes ta mission de vie, Mmh. tu représentes peut-être une grande société même, ou une petite société, peu importe, tu représentes. Ouais. Donc à partir du moment où tu représentes, est-ce que ce que tu montres à l'image est aligné en termes de valeur avec qui tu es et le message de la boîte? Mmh. Encore plus si t'as des salariés, tu vois. Encore plus. T'es le putain de leader, c'est toi qui es le porteur de drapeau. Oui. Et tu dois les mettre en confiance eux aussi. Oui.
Et même ceux qu'on croit qui en ont rien à foutre de l'image, je pense à Gary Vee, je pense à Alex Hormozy, je pense à Tony Robbins qui est souvent juste casquette t-shirt. Mm. Vous croyez qu'ils en ont rien à foutre? Ils vous ont bien Ils ont bien eu eu. parce qu'en fait, vous allez voir, analyser comment ils s'habillent. C'est toujours pareil. Ils ont trouvé un gimmick qui parle vraiment de leur identité. Et du coup, le message qui passe par leur image est cohérent. Mm. Et oui. Et en fait, ils sont magnétiques, ils ont trouvé leur magnétisme. Et ça, c'est tout un travail. Donc ne vous laissez pas avoir par les apparences. Il y a quelque chose de plus profond derrière. Il y a un travail, il y a une réflexion. Tu as accompagné des grands noms dans l'entrepreneuriat, on les a cités tout à l'heure. Mm. Maintenant, j'aimerais connaître ta plus belle transformation ou ton plus beau résultat. Comme je dis à mes clients, en fait, les gens achètent votre track record. On s'en fout de votre produit en vrai. C'est savoir qu'est-ce que vous avez su créer. Hmm. C'est ta plus belle transformation. Il y en a eu plein. Si j'en cite certains, juste par exemple Julien Musique qui à la fin de l'accompagnement dit je me sens 1000 fois plus magnétique et plus puissant. Je vais à un hôtel, donc on avait fait une interview juste derrière, c'était à l'hôtel Monceau à Paris, un hôtel 5 étoiles où il y a Trump, etc. Il y a des présidents qui viennent. Et il me dit putain, hier c'est fou quoi, je suis allé au bar avec que des gens hyper puissants à ce bar-là. Et à l'époque, je me serais senti pas bien, je me serais senti plus petit, pas à ma place, etc. Et là, avec le travail qu'on a fait, je me sentais même plus puissant qu'eux. Mm. Je me sentais à ma juste place. Et même quand je vais voir ma famille, là, qui me connaît de l'ancien moi, je suis aussi naturel et je suis pas au-dessus, ou une sorte de d'harmonie, en fait. Et ça, pour moi, ça c'était extraordinaire, par exemple, à l'époque, quand j'avais coaché Julien. Parce qu'en fait, tout vient de là. Tu peux atteindre, tu peux voilà, parler avec les plus grands décideurs de la planète. Potentiellement, il y a encore des choses non guéries vis-à-vis tout simplement de ton passé et de ta famille. Parce que tu es venu sur Terre, il y a deux êtres humains qui t'ont mis au monde, un homme et une femme, un père et une mère. Que l'on en veuille avec les théories d'aujourd'hui, il faut un papa et une maman encore pour faire un enfant. Hein. En tout cas, il faut du XX et du XY. Ah, je croyais que c'était du. Il faut du XX et du XY. Et du coup, on vit des choses avec ses parents, avec cet écosystème. Et on construit un ego, et on a des blessures, et on a des choses très profondes que l'on traîne encore avec les années, etc. Même les plus grands. Donc mon travail avec eux, c'est d'aller guérir aussi ça. Donc il y a les conseils en images, il y a les conseils en stratégie business pour avoir de l'impact, mais il y a aussi de la libération, de la guérison en profondeur. J'ai mes propres outils pour ça que j'ai développé avec les années. Moi, je travaille beaucoup sur moi. Tous les 15 jours, j'ai une séance pour moi, pour me guérir moi, depuis des années. Mm. Donc je fais ce travail pour moi et je le propose aux autres, dans cet ordre-là. On peut en parler un peu de. En ce moment, il y a eu le film, je sais pas si tu as vu Roadhouse avec Conor McGregor. J'ai Ouais. vu les teasers. Moi, je suis beaucoup parce que justement, ça m'inspire cette grandeur, cette confiance en soi de dingue. Ouais. Toi, un coup, je me souviens, tu en avais parlé un peu, pas de lui, mais il y avait eu un pote qui avait parlé d'un grand nom comme ça et t'as dit ouais, mais justement, il est en train de niquer l'image de la masculinité. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses du coup de justement Conor McGregor et comment il se tient, comment il, tu vois, Ouais. cet essai de confiance là. Ouais. Bah tu le dis, il y a un excès de confiance chez lui. Et donc, on va le voir dans la lumière et on va le voir dans l'ombre, forcément. Parce que tout Mm. personnage, moi-même, j'ai de la lumière, j'ai de l'ombre. Toi, tu Moi as de la lumière, aussi, tu as de l'ombre. Ceux tout qui nous humain. écoutent, vous avez de la lumière et de l'ombre, toujours. Chez Conor McGregor, ce que j'aimerais déjà honorer, et c'est ce qu'on voit dans le teaser. Moi, j'ai vu que le teaser, mais j'ai entendu les échos du film, comme quoi, bon, il fait ses premiers pas dans l'acting, mais quand même, au En niveau fait, de l'énergie, etc., de la prestation, il y a eu quelque chose de sympa. ils ont, en fait, ils ont un peu niqué son image, tu vois, parce qu'ils l'ont rendu un peu gogol. Ouais. Je le trouve un peu débile, tu vois. Ouais. Il se fait que se battre et il est un peu rigolo. Il est pas du tout comme il est vraiment aujourd'hui. Ok. Son personnage, sa personne n'a pas été honorée dans ce film, en fait. Ok. Mais en tout cas, prends juste le teaser, ok? Ouais. Parce que moi, j'ai vu que ça. Donc, dans le teaser, on le voit arriver avec son agressivité. Il rentre dans le bar, etc. Il roule des Mm. mécaniques, etc. Au moins, ce qui est chouette, c'est qu'il est à l'aise avec sa masculinité. Ouais. Il Oui, est à la l'aise poil et tout. avec Ouais. son agressivité. Oui. C'est ça qui a fait qu'il a fait la carrière qu'il a eue et qu'il a remporté tous ses combats, même s'il a fini par se faire éclater par Khabib, par excès d'ego. Et ça, on en parlera dans ses ombres. Ouais. Mais donc, on peut honorer le fait que il est en contact avec sa sauvagerie, avec son côté dominant. Mm. Au moins, il est à l'aise avec son ego. Mm. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est mieux que se sous-estimer, se sous-valoriser, etc. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui crachent justement sur Conor McGregor sur
la masculinité toxique Mm. parce qu'ils sont en train de fuir leur propre Mm. masculinité. Parce que lui, il les met en face de ça, en fait. Il les confronte à ça. Ah, de toute façon, la théorie en coaching, elle est simple. Tout ce que tu haïs, tout ce qui Mm. t'active, c'est une part de toi que tu refoules la plupart du temps. Mm. Il peut Une s'exprimer de envie. manière différente. Ouais. Quelqu'un que tu détestes dans son comportement, c'est pas parce que forcément tu as exactement le même comportement que lui dans ta Non. vie. Mais potentiellement, tu as des comportements très similaires qui peuvent s'exprimer d'une autre manière. Mm. Voilà. En tout cas, c'est en toi. C'est pour ça que ça vient autant t'affecter. Donc aujourd'hui, tout ce qui est du domaine du féminisme et du masculinisme, ça vient réveiller des manques que les gens ont Mm. et des fuites d'eux-mêmes. Notamment tous les hommes qui parlent de masculinité toxique, peut-être c'est aussi parce qu'ils fuient une partie de leur masculinité. Au moins, on peut honorer Connor là-dedans, c'est que lui, il est à l'aise avec son côté sauvage, donc son côté animal, parce qu'on a tous une partie animale. Ça, je fais ce travail-là avec les leaders aussi. Si on n'est pas connecté avec son animalité, Mm. ni avec son côté divin, son côté magique, et évidemment, l'humain, est-ce qu'il est guéri au niveau de ses Mm. émotions, donc le plan animal, le plan humain et le plan divin, le plan magique. Mm. Si on n'est pas aligné sur ces trois plans, au niveau du magnétisme qui se dégage de nous, il va y avoir quelque chose qui est pas encore là. Donc lui, on peut déjà lui donner ça. Maintenant, en effet, il y a un excès d'ego. Ça, C'est indéniable. c'est indéniable. Enfin, c'est Mais ça personne fait partie de lui-même. sa personne. C'est certainement qu'il en C'est ce parlerait. qui le rend. C'est ce qui le rend aussi unique. Ouais. Mais c'est ce qui lui a fait se faire battre par Khabib. Ça, tu le rappelleras toujours, ça. Ça, on se rappellera dans toute son histoire, il pourra jamais changer ça. Ouais, c'est Il s'est arrivé. fait battre alors qu'il faisait le mariole et alors qu'il voulait lui-même dominer, Mm. il voulait gagner ce match, il l'a perdu. Il l'a perdu par excès d'ego. Mm. Perdu par excès d'ego. Donc en fait, le plus dur, et je pense que c'est le chemin de toute une vie, c'est de trouver vraiment l'équilibre en fait. C'est de trouver l'équilibre. Pour trouver la stabilité. C'est de trouver l'équilibre. Et après, il y a toute la théorie de l'ordre du chaos, Ouais. mais bon, ça c'est. J'aimerais juste honorer Connor aussi sur le fait qu'il porte beaucoup de sur-mesure. Et vous verrez souvent ses photos. Il a du style, Connor. Qu'il soit en tenue de combat ou Mm. qu'il soit en tenue de gentleman, même si c'est pas vraiment un gentleman dans ses manières, mais il a le style. Il a beaucoup de style. Donc vous pouvez quand même vous inspirer de lui. Ouais. Mm. Le mec, il porte de l'or sur ses Sur costards. sur les quoi. rayures de ses costards. Ouais. Ça va. De Il se leur respecte, 18-40. quoi. Il se met en valeur. Hein, Au moins, voilà. Il ouais. a compris le principe que si tu portes de la valeur, Ouais. tu ressens de la valeur. Tu Mm. vibres de la valeur. Mm. Alors lui, je pense, c'est poussé à un extrême où ça devient sur Ouais. l'ego Du bling surdimensionné. bling et tout. Mais il y a vous voyez, c'est simple. Il y a un équilibre à trouver entre les deux. Mm. Yes. Parfois, je sais pas à quel moment vraiment bien habillé, tu vois. Normalement, du coup, j'ai compris, hein, il faut que mes vêtements chill et soient bien aussi. Mais j'avoue, parfois, je sais pas quand mettre en costard ou quoi. J'aime bien ça, mais j'arrive pas que comme ça. Et à quel moment, du coup, selon toi, on peut s'honorer à tel point de mettre un costard, par exemple, être sur scène, à même une présentation d'un projet? Est-ce que vraiment c'est obligatoire? Mhm. T'en penses quoi? En gros, est-ce qu'on doit se mettre en scène à certains moments donnés ou pas? Ouais. Euh, Pour moi, on ne doit pas se mettre en scène. On ne doit pas se mettre en scène. Comment dire? Il y a des personnes qui sont faites pour la scène. Ok? Et quand tu vas sur scène, ou quand tu es derrière ton ordinateur à faire ton petit zoom depuis le confort de chez toi, tu peux être aussi magnétique. La seule Mhm. question, c'est est-ce que tu te respectes quand tu t'habilles le matin? Mm. Est-ce que quand tu t'habilles le matin, les vêtements que tu portes, c'est ton personnage, c'est qui tu es? Peu Mm. importe que tu montes sur une putain de scène ou que tu sois avec encore les pantoufles aux pieds chez toi, mais avec ta tenue dans Mm. laquelle tu te sens magnétique face à ton zoom. Pour moi, c'est le même cas de figure. C'est toi. Le talent d'Achille de chaque humain, c'est sa confiance en soi, Mhm. tu vois. Et on a vu du coup à quel point l'importance de s'honorer, de porter des vêtements de qualité, pas forcément des costards, mais au moins des vêtements de qualité, rien que ça, c'est s'honorer. Mhm. À quel point cette partie physique joue Mhm. dans la confiance en soi. Mais il y a beaucoup de personnes, en effet, qui sont pas à l'aise avec leur physique, avec leur corps. Mm. Et du coup, juste cette malaisance, cette déconnexion de leur corps, ou ce jugement qu'ils peuvent avoir sur leur corps, ça va en effet pas mal impacter leur magnétisme. Ce que les gens, eux, perçoivent de la personne. Parce qu'on est beaucoup des éponges à émotions, nous les humains. On ressent les autres. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Mais tout le monde a un certain niveau de sensibilité.
Et donc, on ressent où en est l'autre dans son rapport à lui-même, en fait. Quand tu rencontres quelqu'un, tu vas sentir ces choses-là. Ouais. Ce que j'appelle, moi, l'aura. Quand je fais travailler les leaders, je les fais travailler sur leur aura, ce qui se dégage d'eux. Donc, prenez conscience, en effet, là, vous pouvez faire l'exercice, c'est très simple. Vous pouvez fermer les yeux, sentir votre corps, vous pouvez mettre une main à un endroit, peut-être aussi à une zone sur laquelle vous êtes moins à l'aise, etc. Peut-être vous avez une particularité physique ou quoi ou qu'est-ce, ou une zone de votre corps que vous aimez moins. Vous pouvez vraiment faire cet exercice, c'est très simple. Vous pouvez mettre la pause si vous voulez. Vous avez une main sur cette partie du corps ou sur une partie du corps qui vous fait connecter avec tout le corps. Vous avez les yeux fermés, vous respirez, inspire par le nez, expire par la bouche, et vous respirez lentement, progressivement. Vous vous laissez détendre, et juste sur l'inspire, vous ressentez de l'amour qui rentre, et un rapport d'amour vis-à-vis de votre corps, et sur l'expire, vous sentez tout le lâcher-prise de tous les jugements du passé sur votre propre corps, etc. Et vous lâchez. Sur l'inspire, vous avez de l'amour pour vous-même, pour votre corps, et sur l'expire, vous relâchez sur ces jugements, sur votre corps, et tous les traumas du passé. Et vous faites cet exercice-là, quelques minutes, et vous allez voir à quel point déjà vous reconnectez avec vous-même. Ce que je vous invite à faire pour votre magnétisme, c'est honorer à nouveau le corps tel que vous a été donné. Vous avez un patrimoine génétique Ouais. qui vous a été donné par un arbre familial, et vous avez une chance extraordinaire d'être en vie. Peu Rien importe que ce ça. patrimoine génétique qui vous a été donné, vous pouvez être magnétique, parce que c'est pas tant que ça le physique, on le sait, parmi les plus grandes stars de la planète, les plus grands chefs d'entreprise, les plus grands politiciens, les gens qui ont le plus d'influence sur cette planète, hommes ou femmes. Il y en a qui ont des super physiques, il y en a qui n'ont pas du tout des super physiques. Ça ne leur empêche pas d'être magnétique. Parce que c'est pas une question de physique. C'est une question de rapport à son physique. Oui. Une question d'estime de soi, plus que de beauté. Quoi qu'on en fasse, c'est là, de toute façon. Déjà, on a la chance d'être en vie. Déjà, le fait que la vie existe, c'est déjà Ouais. incroyable. Ouais. T'as été le grand gagnant de la course entre tous les autres spermatozoïdes. Et là, t'as un corps, c'est le véhicule de ton âme. Ouais. Ah, déjà, il est comme ça. Ouais. Bon, aujourd'hui, il y a la chirurgie esthétique, etc. Mais c'est triché. Ouais. Donc maintenant, t'as un corps. Ouais. Fais ce que tu peux et ce que tu veux Ouais. pour envoyer l'image que tu recherches. Et c'est tout. Ça peut être simple, finalement. Franchement, conclusion là-dessus, c'est top.